Le Pétrus de 1982 secondes est écrasé sur les dalles en pierre, avec un bruit mouillé et écœurant. 5 000 € d'histoire liquide, disparus en une seconde. Théo, mon neveu de 10 ans, se tenait au-dessus des débris, attendant les applaudissements. Il les a eus. Mon beau-frère, Arnaud, n'a pas retenu son souffle. Il a ri. Il a pointé du doigt la flaque rouge sombre qui imprégnait la poussière et a ricané. « Lèche ça, Juliette. C'est la seule façon pour une pochetronne comme toi de goûter à de la qualité. » Mes parents ont simplement siroté leur thé glacé, l'air ennuyé. Je suis restée figée dans la chaleur étouffante du Bordelais. L'odeur de truffes et de terre montant autour de moi. À cet instant, l'illusion s'est brisée. Je n'étais pas une invitée à leur table. J'étais la chute d'une blague que je finançais depuis 5 ans. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur cruauté en dossier pénal, laissez un commentaire. Avez-vous déjà été celui qui est responsable dans une famille, qui vous traite comme une erreur? Je veux entendre votre histoire. Je me suis retournée, et je suis partie. J'ai laissé les éclats de verre sur la terrasse. J'ai laissé l'odeur de 5 000 € s'infiltrer dans le sol. Je suis montée dans ma voiture, et j'ai démarré. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon esprit s'emballait. Je ne suis pas retournée à la dépendance où il me laissait loger lors de mes visites. J'ai conduit directement à l'aéroport de Mérignac. Le temps que je déverrouille la porte de mon appartement haussmannien dans le 16e arrondissement, mon téléphone vibrait. C'était un SMS de ma mère. « Nous avons discuté de ton comportement. Tant que tu ne maîtriseras pas ton problème de boisson et que tu ne t'excuseras pas auprès d'Arnaud pour avoir gâché l'ambiance, on te coupe les vivres. Ne viens plus au domaine. Nous ne pouvons plus cautionner ça. » En dessous, une notification. « Chloé a aimé. Nous ne pouvons plus cautionner ça. » Je suis entrée dans ma cuisine. Elle était épurée, moderne, immaculée. Rien à voir avec le château poussiéreux et chaotique que je venais de quitter. Je me suis versé un verre d'eau gazeuse. Je me suis assise à mon îlot central, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée à mon portail bancaire privé. Couper les vivres. Les mots semblaient ridicules sur l'écran. Ils pensaient que j'étais une alcoolique en difficulté qui survivait grâce à des petits boulots. C'était le récit qu'ils avaient construit. C'était la seule façon pour eux de justifier de me traiter comme une enfant. Si j'étais une épave, ils étaient des saints de me tolérer. La vérité était un peu différente. Je n'étais pas une ivrogne. Je facturais 1 500 € de l'heure pour conseiller des collectionneurs privés et des fonds spéculatifs sur les investissements viticoles. J'avais un patrimoine net qui ferait s'étouffer mon père avec son cigare. Et depuis 5 ans, j'étais l'associée silencieuse qui maintenait toute leur vie à flot. J'ai ouvert le fichier Excel intitulé Passif familial. Poste 1. Prêt d'exploitation du domaine. 25 000 € par mois. Payé par mois, via une société écran, parce qu'Arnaud ne pourrait pas vendre d'eau dans le désert. Poste 2. L'hypothèque. 2,5 millions d'euros. J'étais la garante. Je payais les mensualités parce que mes parents avaient hypothéqué la propriété pour financer les startups technologiques ratées d'Arnaud. Poste 3. La ligne de crédit sur Stocks. Garantie par mes actifs, ils m'ont traité d'ivrogne. Ils m'ont traité de fardeau. Ils m'ont dit qu'ils me coupaient les vivres. D'accord. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais comme un auditeur découvrant une anomalie comptable. Pourquoi font-ils ça? Me suis-je demandé en fixant les chiffres. Pourquoi cette cruauté? Pourquoi ce besoin de m'humilier? Et puis j'ai réalisé, ce n'était pas juste de la méchanceté. C'était un mécanisme de survie. C'est le piège de la normalisation de la cruauté. S'ils reconnaissaient que j'étais compétente, prospère et généreuse, alors ils devraient reconnaître qu'ils étaient des ratés. Ils devraient admettre qu'ils me volaient. Mais si j'étais une poivrotte? Si j'étais une épave? Alors, prendre mon argent n'était pas du vol. C'était de la gestion. C'était leur dû pour me supporter. Ils devaient me briser pour se valoriser. Ils devaient me rendre inutile pour que leur parasitisme ressemble à de la charité. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur hôte. J'ai cliqué sur l'onglet « Gestion des virements permanents ». Annuler le paiement récurrent. Fonds d'exploitation du domaine. Confirmer. Annuler le paiement récurrent. Hypothèque du domaine. Confirmer. Révoquer le statut de garant. Ligne de crédit Stocks. Avertissement. Cela déclenchera une demande immédiate de remboursement intégral. Confirmer.
J'ai regardé les barres de chargement tourner. Un par un, les voyants verts, actifs, sont passés au rouge, résiliés. Il a fallu 3 minutes pour démanteler 5 ans de soutien. J'ai fermé l'ordinateur. Le silence dans mon appartement était profond. Ce n'était pas vide. C'était propre. J'ai bu une gorgée d'eau. Elle avait un goût pur. Demain matin, les banques ouvriraient. Demain matin, les notifications commenceraient à frapper leur téléphone. Demain matin, le grand cru tournerait au vinaigre. Je suis allée me coucher et j'ai dormi 8 heures sans bouger. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son des oiseaux, pas des cris. J'ai préparé du café un Éthiopien grand cru et j'ai regardé la brume se dissiper autour de la tour Eiffel au loin. Mon téléphone a commencé à sonner à 8h15. C'était Arnaud. J'ai laissé sonner. Il a rappelé immédiatement. Puis une 3e fois. J'ai décroché, mettant le haut-parleur pendant que je beurrais ma tartine. « Qu'est-ce que tu as foutu, bordel ?» a-t-il hurlé. Il n'a pas dit bonjour. Il semblait à bout de souffle, paniqué. « Bonjour, Arnaud », ai-je dit calmement. « Ne me joue pas ça. Je suis à la vente aux enchères de barriques. Je viens d'essayer de verser un acompte sur 20 fûts de chêne français. La carte a été refusée. Tu m'entends? La Platinum a été refusée. J'imagine que oui, ai-je dit. Répare ça. J'ai des investisseurs juste à côté de moi. Tu m'affiches. Appelle la banque et dis-leur que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, ai-je dit. Tu m'as coupé les vivres, tu te souviens? Tu as dit que tu ne pouvais plus me cautionner. J'ai respecté tes vœux. De quoi tu parles? Ça, c'était pour venir à la maison. Tu ne peux pas couper le compte professionnel. En fait, je peux. C'est mon compte. C'est mon argent. Et puisque je ne suis qu'une poivrotte qui gâche l'ambiance, je me suis dit que je ne devrais pas être impliquée dans tes affaires de haut vol. Espèce de salope. Tu trouves ça drôle? Tu penses que tu peux juste. J'ai raccroché. 30 secondes plus tard, ma mère appelait. Juliette, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de ce ton faussement inquiet qu'elle utilisait quand elle voulait me manipuler. Arnaud m'a appelé. Il est très contrarié. Il dit que tu fais une crise. Une crise? Il a dit que tu as touché au compte bancaire. Chérie, est-ce que tu as bu? C'est ça qui se passe? Devons-nous regarder à nouveau les centres de désintoxication? J'ai ri. C'était un son sec, tranchant. Maman, arrête. Je ne bois pas. J'ai arrêté de payer vos factures. Tu vois? Tu délires. Tu ne paies pas nos factures. Arnaud gère le domaine. Tu aides juste avec des petites choses. Des petites choses? Maman, je paie l'hypothèque. Je paie le personnel. Je paie pour les raisins qu'Arnaud prétend faire pousser. Je paie 25 000 € par mois pour garder un toit au-dessus de ta tête. C'est faux, a-t-elle claqué, sa voix se durcissant. Arnaud a dit que le vignoble est rentable. Il a dit que tu contribuais. Comme un loyer. Un loyer? Je n'habite pas là-bas. Eh bien, tu viens assez souvent. Écoute, cette paranoïa est un symptôme. Je vais appeler le docteur Fournier. Nous devons te stabiliser avant que tu ne fasses quelque chose que tu regretteras. Elle n'écoutait pas. Elle ne pouvait pas écouter. Si elle écoutait, l'illusion se briserait. Elle avait besoin que je sois malade pour pouvoir jouer la martyre. Pourquoi suis-je restée? Me suis-je demandé en regardant le téléphone. Pourquoi ai-je fait ça pendant 5 ans? C'était la chaîne invisible du survivant. J'ai réalisé alors que je ne les payais pas par amour. Je les payais par habitude. C'était un instinct de survie formé quand j'étais enfant. J'ai appris très tôt que l'affection dans ma famille n'était pas gratuite. C'était une transaction. Si j'étais utile, j'étais en sécurité. Si je payais, j'avais le droit de rester. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'acheter une place à une table où l'on me servait du poison. Je pensais que si je payais assez, ils finiraient par m'aimer. Mais le prix de leur amour était ma dignité. Et l'inflation venait de rendre la note trop salée. « Maman, ai-je dit, je ne vais pas en cure. Et je ne remets pas l'argent. Vous avez 30 jours avant que la banque ne saisisse la propriété. Je te suggère de demander à Arnaud où sont les bénéfices. Juliette, attends. Au revoir, mère. » J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué leur numéro. Pas par colère, mais par nécessité. Je devais me concentrer, parce qu'Arnaud n'était pas seulement incompétent. Il était désespéré, et les hommes désespérés font des choses dangereuses. J'ai rouvert mon ordinateur. J'ai sorti les registres d'inventaire qu'Arnaud m'avait envoyé le mois dernier la garantie, pour les prêts, que j'avais cautionnés.
Il prétendait qu'il y avait 5000 caisses de Cabernet Réserve vieillissant dans la cave, d'une valeur de 2 millions d'euros. S'il mentait sur les bénéfices, sur quoi d'autre mentait-il? J'ai composé un numéro que j'avais en numérotation rapide. Maître Dupuis, ai-je dit quand mon avocat a répondu. J'ai besoin d'un expert comptable et d'un huissier de justice. On va à Bordeaux. Quand? Maintenant? J'invoque mon droit, en tant que créancier gagiste, d'inspecter l'inventaire. Ils ne vous laisseront pas entrer. Ils n'auront pas le choix. J'ai attrapé mon manteau. Je n'y allais pas en tant que sœur cette fois. J'y allais en tant que banque. Et la banque venait auditer les comptes. Le trajet en TGV puis la route vers le domaine m'ont laissé le temps de réfléchir. Je n'écoutais pas de musique. J'écoutais le ronronnement du moteur et le battement régulier, rythmé de mon propre cœur. Il ne s'emballait pas. Il était lent, délibéré. Je ne conduisais pas une berline remplie de cadeaux cette fois. J'étais dans un SUV noir, flanqué de 2 autres véhicules. Dans la voiture derrière moi se trouvaient Maître Dupuis, mon avocat, et Benoît, un expert comptable capable de trouver un centime manquant dans une botte de compte offshore. Dans la voiture de tête se trouvaient l'huissier et 2 gendarmes. Nous nous sommes arrêtés devant les grilles en fer forgé du château de Valmont. Elles étaient fermées. Une lourde chaîne avait été enroulée autour des barreaux. Une tentative grossière et désespérée de garder le monde à l'extérieur. Arnaud se tenait de l'autre côté, faisant les 100 pas. Il avait l'air de n'avoir pas dormi. Sa chemise était sortie du pantalon, ses cheveux en bataille. Quand il a vu le convoi, il a couru vers la grille, agrippant les barreaux comme un prisonnier. « Dégagez !» a-t-il hurlé, la voix brisée. « C'est une propriété privée. Vous êtes en violation de domicile. » Je suis sorti de la voiture. L'huissier est sorti avec moi. C'était un homme imposant, calme, et nullement dérangé par les jérémiades des hommes d'affaires ratés. « Ouvrez la grille, monsieur Valmont, » a dit l'huissier. « Elle nous harcèle. » Arnaud pointa un doigt tremblant vers moi. « Elle est folle. Elle a coupé nos fonds. Elle essaie de me ruiner. J'exerce mes droits en vertu du code de commerce, ai-je dit, ma voix portant clairement par-dessus le fer. En tant que créancier nanti, j'ai le droit de prendre possession du gage en cas de défaut de paiement, ou, dans ce cas, de l'inspecter pour m'assurer qu'il n'a pas été malmené. Le gage? Cracha Arnaud. C'est mon vin, mon génie. C'est un stock financé par une ligne de crédit sur laquelle vous êtes en défaut depuis hier 9 heures du matin. Ouvre la grille, Arnaud, ou l'huissier fera couper la chaîne. Arnaud regarda l'huissier. Les gendarmes derrière lui restaient impassibles. Ouvrez, monsieur. Arnaud a tâtonné avec le cadenas. Ses mains tremblaient si fort qu'il a laissé tomber les clés 2 fois. Quand les grilles se sont finalement ouvertes, je ne suis pas entré en voiture. J'ai marché. Mes parents attendaient sur le perron de la maison principale. Ma mère portait une robe blanche fluide, jouant à la perfection la reine tragique. Quand elle m'a vue, elle s'est précipitée en bas des marches, les bras tendus. Juliette. Dieu merci. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. Elle s'est figée, ses yeux se remplissant de larmes de comédie. Monsieur l'agent, merci de l'avoir amenée. Elle ne va pas bien. C'est une alcoolique. Elle fait une rupture psychotique. Nous essayons de la faire soigner. L'huissier m'a regardée. Je me tenais droite, le regard clair, tenant un porte-document en cuir rempli d'actes de prêt. Je suis parfaitement sobre, mère, ai-je dit. Ce n'est pas une intervention. C'est un audit. Il est belle. Un audit? Son visage s'est tordu. Tu ne peux pas auditer ta famille. Je n'audite pas ma famille. L'expert comptable s'est avancé, mallette à la main. Nous avons besoin d'accéder à la cave immédiatement. Non, a crié Arnaud, se jetant devant les lourdes portes en chêne qui menaient au stockage climatisé. Vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Les fluctuations de température, vous allez ruiner le millésime. C'est délicat. La seule chose délicate ici, c'est ton ego, ai-je dit. Juliette, arrête ça. Mon père, Richard, a enfin parlé. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Tu nous fais honte. Les voisins vont voir. Les voisins vont voir bien plus que ça si vous ne vous écartez pas, ai-je dit. Arnaud, bouge. Je ne te laisserai pas détruire mon travail. C'est ma garantie, ai-je corrigé. Maître, l'huissier s'est avancé. Monsieur, écartez-vous de la porte.
Vous faites obstruction à une inspection légale. Arnaud a regardé l'huissier, puis ses parents, puis moi. Il cherchait un allié, quelqu'un pour valider son délire. Il n'a trouvé personne. Il s'est affaissé, s'écartant, son visage transformé en un masque de pure haine. « Bien », a-t-il sifflé. « Allez voir. Voyez par vous-même. Ça vaut des millions. Vous verrez, je suis passé devant lui. Je suis passé devant ma mère, qui sanglotait dans un mouchoir. Je suis passé devant mon père, qui refusait de croiser mon regard. J'ai tiré les lourdes portes en chêne. L'odeur m'a frappé immédiatement, terre humide, chêne et l'acre piquant de la fermentation. J'ai allumé les lumières. Des rangées et des rangées de barriques s'étendaient devant moi. 5000 caisses de ce Carnot prétendaient être du grand cru classé, l'or liquide qui justifiait les millions d'euros de dettes. Benoît a ouvert sa mallette. « On commence par quoi ? On commence par la réserve ?» ai-je dit en marchant vers les barriques estampillées du blason du domaine. « Je veux goûter l'argent. » La lourde porte s'est refermée sourdement derrière nous, nous scellant avec le vin et les mensonges. Benoît a installé son équipement sur une table de dégustation béchère, réfractomètre, pipette. Je n'avais pas encore besoin de la science. J'avais besoin de mes sens. Je me suis dirigée vers la première barrique, marquée « Grand Vin, parcelle 4 ». J'ai retiré la bonde. L'arôme est monté. Ça sentait faux. Un grand vin de Bordeaux devrait sentir la cerise noire, le cassis, peu. Être une pointe de cèdre ou de tabac. Ça sentait le jus de raisin et les bonbons chimiques. Ça sentait le sucre. Trop sucré. Ça sentait le bas de gamme. J'ai pris une pipette en verre pour extraire un échantillon. Je l'ai versé dans un verre. La couleur était claire. Une vraie réserve. Et profonde. Opaque. Presque violette. C'était un grenat à queue. Je l'ai fait tourner. Pas de jambes. Pas de viscosité. J'ai porté le verre à mes lèvres et j'ai pris une gorgée. Je n'ai pas recraché. Même si j'en avais envie, je l'ai gardé en bouche, laissant mon palais disséquer la fraude. C'était sucré. Sirupeux. Ça avait le goût de copeaux de chêne et d'additifs chimiques. Ça avait le goût de quelque chose qu'on achète en cubi pour 10 €. Ce n'est pas du grand cru. Ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle caverneuse. Quoi ? A dit Arnaud depuis l'embrasure de la porte. Il n'était pas parti. Il regardait, les yeux écarquillés et frénétiques. Bien sûr que si. C'est du parcellaire. Chest. C'est du colorant industriel. Ai-je dit. C'est un concentré. Tu as ajouté du sucre pour augmenter le degré d'alcool. Tu as ajouté de la poudre de chêne parce que tu ne pouvais pas te payer de vraies barriques. Je suis passée à la barrique suivante. Même chose. Et la suivante. Je me déplaçais plus vite maintenant. Descendant les rangées. Barrique après barrique de boue industrielle. Se faisant passer pour du vin fin. Je me suis arrêtée devant une palette de vin embouteillé, déjà étiqueté et prêt à l'expédition. Domaine de Valmont Grand Cru. 150 €. J'ai attrapé une bouteille. J'ai regardé le bouchon. Il n'était pas marqué. C'était un synthétique bon marché. Benoît, ai-je dit, teste les niveaux de soufre et vérifie le profil ADN contre le registre des cépages. Benoît, tu ne peux pas faire ça, a hurlé Arnaud, se précipitant vers nous. L'un des gendarmes s'est interposé, un mur solide de bleu. Juliette, s'il te plaît, a appelé ma mère depuis l'escalier. Elle était descendue. Elle se tordait les mains. Ne fais pas ça. Arnaud a travaillé si dur. Il a juste eu une mauvaise récolte. Il a dû improviser. Improviser ? Je me suis tournée vers elle. Maman, c'est de la fraude. C'est un crime fédéral. Il embouteille du vin de citerne du jus en vrac venant de je ne sais où et le vend comme du grand cru. Ce n'est pas une mauvaise récolte. C'est une escroquerie. On ne savait pas. A-t-elle gémi. On a juste. On lui a fait confiance. Vous saviez. Ai-je dit. Vous avez goûté ça. Vous vivez ici. Vous avez vu les camions-citernes arriver la nuit. Vous avez vu les factures pour la poudre de chêne. Elle s'est tue. Ses yeux se sont tournés vers Richard, mon père, qui s'appuyait contre une cuve, l'air malade. Vous saviez. Ai-je répété. Et vous m'avez laissé payer pour ça. Vous m'avez laissé verser des millions d'euros dans une entreprise criminelle parce que vous vouliez continuer à jouer au châtelain et à la châtelaine. Vous avez choisi un escroc plutôt que votre propre fille parce qu'il avait le bon look. Benoît a levé les yeux de son réfractomètre. Juliette,
La teneur en sucre explose les compteurs. Et je trouve des traces de conservateurs commerciaux. Ce n'est même pas du vin, c'est une boisson à base de vin. Sécurisez les échantillons, ai-je dit. Étiquetez tout. Photographiez les étiquettes. Tu nous ruines, a sangloté Arnaud. Il a glissé le long du mur, enfouissant sa tête dans ses mains. J'avais juste besoin de plus de temps. Un bon millésime, un bon coup, et j'aurais pu tout rembourser. Pourquoi tu n'as pas pu juste attendre? Parce que j'ai fini d'attendre que tu deviennes une personne que tu es incapable d'être, ai-je dit. J'ai regardé les rangées de barriques. Ce n'était pas une garantie, c'était des preuves. Ce n'était plus un conflit familial. C'était une scène de crime. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé la banque. J'ai appelé le numéro de la DGCCRF, la répression des fraudes. Inspecteur Martin? Ai-je dit quand il a répondu. C'est Juliette Valmont. J'ai un signalement de lanceur d'alerte concernant une fraude massive à l'étiquetage et une adultération au domaine de Valmont. J'ai les échantillons sécurisés. Vous devriez envoyer une équipe. J'ai raccroché. Ma mère me fixait avec horreur. Tu as appelé la police? Sur ta famille? J'ai appelé la police sur une opération criminelle, ai-je dit. Il se trouve juste que c'est ma famille qui la dirige. Je suis sortie de la cave, les laissant dans le noir avec leur faux or. L'air dehors était frais et propre. Ça sentait la pluie. L'orage arrivait. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui allait être mouillé. Ils n'ont pas annulé la fête. Ils ont doublé la mise. Malgré les mises en demeure, malgré l'inspection ratée, ma famille a décidé d'organiser le « Gala des vendanges » annuel. C'était leur va-tout une tentative désespérée en smoking pour obtenir assez de capital d'investisseurs pour rembourser les prêts avant que la répression des fraudes ne finisse sa paperasse. J'ai observé depuis le bord de l'allée les limousines arriver. Le domaine était magnifique, éclairé par des centaines de guirlandes, masquant la pourriture à l'intérieur. Je ne portais pas le beige raisonnable qu'ils attendaient. Je portais de la soie rouge sang, tranchante comme une étiquette d'avertissement. Je suis passée devant l'équipe de sécurité que j'avais engagée pour surveiller le périmètre. Je n'avais pas besoin d'invitation. Je détenais le gage sur les lieux. À l'intérieur, la salle de bal était suffocante d'odeurs de parfums coûteux et de tromperies. Arnaud se tenait sur l'estrade, son smoking brillant sous le projecteur, levant un verre de la fausse réserve. À un millésime qui définira une génération, a-t-il tonné. La foule a applaudi. C'étaient des distributeurs, des gestionnaires de fonds, des gens cherchant un endroit où parquer leur argent. Ils n'avaient aucune idée qu'ils achetaient de l'eau sucrée et des mensonges. Arnaud m'a vu. Son sourire a vacillé, puis s'est tordu en un rictus méprisant. Il a fait signe à l'orchestre de couper la musique. « Mesdames et messieurs », a-t-il annoncé, pointant un doigt tremblant vers moi. « Je vous présente mes excuses. Ma belle-sœur est arrivée, et comme d'habitude, elle a un peu trop bu. Sécurité, veuillez raccompagner l'ivrogne dehors. » La salle s'est tournée pour regarder. Ma mère, drapée de perles achetées avec mon argent, a détourné le regard, refusant de croiser mes yeux. Je ne me suis pas ratatinée. Je n'ai pas crié. J'ai marché vers la console audiovisuelle près de la scène. Le technicien du son a essayé de m'arrêter, mais j'ai brandi l'ordonnance du tribunal m'accordant l'accès au lieu. Il a reculé. J'ai branché mon téléphone. « Je ne suis pas saoule, Arnaud », ai-je dit. Ma voix, amplifiée par les haut-parleurs. Mais le vin, lui, leste. J'ai lancé la projection. L'écran géant derrière Arnaud a clignoté. Le logo du domaine de Valmont a disparu. À sa place, le rapport du laboratoire médico-légal que j'avais reçu ce matin est apparu en haute définition. Analyse, échantillon 4A. Grand cru. Origine. Citerne commerciale en vrac. Languedoc. Bas de gamme. Additif. Colorant rouge. Essence 63. Arôme chêne liquide. Sirop de glucose-fructose. Teneur en raisin du domaine. 0%. Un hoquet de surprise a parcouru la salle. « Voilà ce que vous achetez », ai-je dit en faisant défiler la composition chimique. Arnaud n'est pas un vigneron. C'est un fraudeur. « Elle ment !» a hurlé Arnaud, son visage virant au pourpre. « Elle est folle !» L'un des investisseurs, un homme qui venait de promettre 1 demi-million d'euros, s'est approché de l'estrade.
Il a regardé l'écran, puis son verre. Il a fracassé le verre sur le sol. C'était le signal. Dehors, les gyrophares bleus ont clignoté. Je n'étais pas seulement venu gâcher la fête. J'étais venu ouvrir la porte aux invités d'honneur. Les doubles portes se sont ouvertes à la volée. Ce n'étaient pas les traiteurs. C'était une douzaine d'agents, avec des brassards gendarmerie et douanaise. Arnaud Valmont a crié un officier en s'avançant sur la piste de danse. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, tromperie sur la marchandise et falsification de denrées alimentaires. Arnaud s'est figé. Il a cherché une sortie, mais la pièce était bouclée. Il a regardé ses parents. Mon père se tenait la poitrine, s'effondrant sur une chaise. Ma mère était figée, une statue de déni. Les gendarmes ont attrapé Arnaud. Ils n'ont pas été tendres. Ils l'ont fait pivoter, lui passant les menottes derrière son smoking. Ma mère est sortie de sa transe. Elle a couru vers moi, m'agrippant le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Juliette, arrête-les !» a-t-elle sifflé, les yeux fous. « Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que tu as inventé le rapport. Tu es sa sœur. Tu ne peux pas le laisser aller en prison. » Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui avait répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais une toxicomane pour couvrir les crimes de son gendre. J'ai regardé la femme qui avait choisi les apparences plutôt que la dignité de sa propre fille. « Je ne peux pas leur dire que c'est une erreur, maman, » ai-je dit en dégageant mon bras. « Pourquoi pas ? Maman, c'est tout. Arrange ça. »« Je ne peux pas mentir, » ai-je dit. Ma voix froide et claire. « Je suis sobre. » « Tu te souviens ? Je me suis retournée et je suis sortie de la salle de bal, les laissant au décombre de leur propre fabrication. La fête était finie. La gueule de bois ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, la brume d'automne s'était installée sur la vallée. Mais l'air semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Le panneau « Domaine de Valmont » avait disparu, remplacé par une simple pancarte en bois indiquant « J'ai garé ma voiture en bas de l'allée et je suis montée à pied. » Le domaine était silencieux. Les guirlandes avaient disparu. Les voitures de luxe avaient disparu, saisies comme preuve. Un camion de déménagement tournait au ralenti près de la maison principale, son moteur grondant comme une bête mourante. Mes parents se tenaient sur le perron, entourés de cartons. Ils semblaient plus vieux, plus petits. L'arrogance qui les avait nourris pendant des décennies s'était évaporée, ne laissant derrière elle que de l'amertume. Ma mère serrait un vase, l'une des rares choses que les huissiers n'avaient pas saisies. Quand elle m'a vue, sa lèvre s'est retroussée. « Tu viens jubiler ?» a-t-elle demandé. Sa voix était fine, cassante. « Non, » ai-je dit. « Je suis venue dire au revoir. »« Au revoir ?» Mon père a ri, un son dur et sec. « C'est nous qui partons. Juliette, nous déménageons dans un 2 pièces à Périgueux. C'est tout ce qu'il nous reste. J'espère que tu es contente. » Je ne suis contente de rien de tout ça, ai-je dit honnêtement. Mais je suis en paix. En paix ? Ma mère a pouffé. Tu as détruit cette famille. Arnaud risque 10 ans de prison ferme. Chloé est humiliée. Elle n'ose même plus se montrer. Et nous avons perdu notre héritage, tout ce que nous avons bâti. Vous n'avez rien bâti, ai-je dit doucement. Vous l'avez emprunté. Ça n'a plus d'importance maintenant, a dit mon père, agitant la main vers les vignes qui s'étendaient derrière lui. Les vignes étaient brunes, négligées depuis l'arrestation. Chest Fini. Un groupe d'investissement l'a acheté ce matin. GS Holdings. Probablement une société sans visage qui va tout bétonner pour faire des lotissements. J'ai regardé les vignes. Elles étaient envahies par les herbes, sauvages. Mais les racines étaient profondes. Elles étaient toujours vivantes. Elles avaient juste besoin de quelqu'un qui sache s'en occuper. Quelqu'un qui ne les empoisonnerait pas pour de l'argent facile. Ce n'est pas une société sans visage. Ai-je dit. Mon père s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai plongé la main dans ma poche et j'en ai sorti un trousseau de clés. Pas les vieilles clés de la dépendance. Le passe-partout. Les clés de la grille, de la cave, du château. Yeah, S. Holdings. Ayedit. Juliette Sterling. Le silence est descendu sur le perron, plus lourd que le brouillard. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Elle a regardé les clés, puis moi, son esprit luttant pour assimiler le changement de réalité. « Toi ?» a-t-elle chuchoté. « Tu l'as acheté. J'ai racheté la dette à la banque pour une bouchée de pain, » ai-je expliqué. « Et j'ai remporté l'enchère ce matin. Je possède la terre.
Je possède la maison, je possède la cave. Alors, ma mère a fait un pas en avant, une lueur de l'ancien espoir s'allumant dans ses yeux. Alors ça reste dans la famille? Oh, Dieu merci. Juliette, nous pouvons rester, nous pouvons t'aider à gérer. Je sais que les choses ont été difficiles, mais nous pouvons recommencer. Je l'ai regardé. J'ai vu le cycle essayer de redémarrer. Le parasite, cherchant un nouvel hôte. Non, ai-je dit. Quoi? Vous ne pouvez pas rester. Je n'ai pas acheté cette maison pour nous. Je l'ai achetée pour moi. J'ai tendu les clés, puis j'ai refermé mes doigts dessus, les remettant dans ma poche. Vous devez partir, maman. Le camion attend. Tu expulses tes propres parents? A rugi mon père, son visage devenant écarlate. Après tout ça? Oui, ai-je dit. Après tout ça. Parce que ce n'est pas un foyer pour vous. C'est une scène de théâtre. Et la représentation est annulée. Je suis passée devant eux. Je n'ai pas proposé d'aider avec les cartons. J'ai marché jusqu'au bord du balcon d'où j'avais observé le faux gala 3 mois plus tôt. J'ai regardé la vallée. Derrière moi, j'ai entendu les portières du camion claquer. J'ai entendu le moteur vrombir. Je ne me suis pas retournée. J'ai écouté les pneus crisser sur le gravier, s'éloignant au loin. J'étais seule. Je suis entrée dans la maison. Elle était vide, résonnante. Je suis allée à la cuisine et j'ai ouvert une bouteille que j'avais apportée avec moi. Ce n'était pas un Pétrus à 5 000 €. C'était un pinot noir que j'avais fait moi-même, il y a 4 ans, dans une petite coopérative. Il n'avait jamais été étiqueté. Il n'était pas tape. Ah, l'œil. Je me suis versé un verre. Je l'ai fait tourner. La robe était parfaite, un rubis brillant et translucide. J'ai pris une gorgée. Ça avait le goût de cerise, de terre humide et d'honnêteté. Je suis retournée sur le balcon. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances violettes et dorées. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons d'un air qui m'appartenait enfin. À tous ceux qui paient l'addition pour des gens qui vous manquent de respect, fermez l'ardoise. C'est vous. Le grand cru. C'est vous. Le millésime. Et vous n'avez pas besoin de vous verser pour des gens qui veulent seulement s'enivrer de votre générosité. J'ai levé mon verre vers le vignoble vide. Santé, ai-je chuchoté. Puis j'ai bu, et pour la première fois de ma vie, j'ai goûté la finale. Elle était longue, complexe et absolument douce.